En 1799 commencent à paraître 15 volumes d'une traduction assez monumentale des œuvres de Bacon, ou en tout cas des principales œuvres de Francis Bacon, qui était chancelier et homme de science en Angleterre au XVIIe siècle. Cette traduction va paraître entre 1799 et 1803 à échéance régulière sous la forme de 5 publications de 3 volumes chacune. Traduction donc qui sera achevée d'imprimer en 1803. Elle constitue la première et jusqu'à aujourd'hui pour beaucoup d'œuvres de Bacon, la seule traduction disponible de ces œuvres en français. Traduction systématique, quasi systématique, d'un philosophe majeur du XVIIe siècle, révolutionnaire des sciences et qui va durablement influencer la philosophie naturelle européenne et notamment le projet encyclopédique. Certains de ces textes avaient déjà été traduits de façon assez approximative au XVIIe siècle, par fragments, certains essais notamment de Bacon, mais pour les lecteurs des Lumières qui ne lisaient ni le latin ni l'anglais, on imagine que tout le monde lisait le latin à l'époque, ce qui est faux, le seul ouvrage disponible au XVIIIe siècle, c'est une analyse de la philosophie de Francis Bacon par Alexandre Delair, qui lui aussi ami de Diderot, qui participe au projet de l'encyclopédie et qui est publié en 1751 en 3 volumes, qui est réédité à plusieurs reprises, y compris quasiment in extenso dans l'encyclopédie méthodique, mais qui ne sont qu'un résumé de la philosophie de Bacon et pas à proprement parler une traduction. On a aussi au XVIIIe siècle, en 1865, une traduction de certains fragments, notamment des essais de Bacon, par un traducteur qu'on a souvent pris pour une traductrice, monsieur Marie Dumoulin, Marie étant son nom de famille. Mais là encore, ce sont des fragments et pas vraiment de traduction fidèle, systématique, sérieuse des œuvres de Bacon. Donc 5 ans de parution, à raison de 3 volumes par an, d'une traduction qui a l'air d'avoir été réalisée, vu l'ampleur du projet, 15 gros volumes, d'avoir été réalisée dans un temps très court, un projet très ambitieux, dont tout le monde a pensé à l'époque qu'il correspondait aux vœux de Diderot, qui, dans le prospectus de l'encyclopédie, voulait pousser ses compatriotes à lire Bacon, et aussi aux vœux, plus tard, après la Révolution, du comité d'instruction publique, qui souhaite mettre Bacon au programme d'un enseignement rénové, et donc la modernité des sciences à la portée des élèves français. Alors, face à cette traduction monumentale, plusieurs questions se posent. Comment ce projet a-t-il vu le jour? À l'instigation de quelle institution ou de quel individu? Quels sont ceux qui lui ont apporté leur soutien, qui y ont participé? Enfin, cette traduction a-t-elle finalement servi l'objectif auquel elle semblait répondre, c'est-à-dire a-t-elle contribué à faire lire l'œuvre de Francis Bacon en France? Pour répondre à cette question, ou plutôt à ces questions, il faut reconstituer les différentes étapes du projet, en connaître les artisans, donc les commanditaires éventuels, retracer ensuite les méandres de sa réception pour pouvoir évaluer son utilité par rapport à l'objet de départ. Pour ambitieuse qu'elle soit, cette traduction ne porte qu'une seule signature, celle d'Antoine Lassalle. Alors ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y a eu qu'un seul traducteur. On sait qu'il a existé des cas de traduction à plusieurs mains, revendiquées comme telles ou non, et parfois ces traductions à plusieurs mains n'ont le nom que d'un seul traducteur. On sait aussi qu'il a existé, même si c'est surtout un phénomène plus tardif, des ateliers de traduction, comme il a existé des ateliers d'écriture romanesque. Mais Antoine Lassalle est pourtant le seul véritable traducteur de ces 15 volumes et de l'imposant appareil critique qu'il y a joint, puisque sur ces 15 volumes, on peut considérer à peu près que au moins un volume, si ce n'est 2, disons un volume et demi, sont en réalité constitués de notes de bas de page
proliférantes et de plusieurs préfaces, annexes, compléments et remerciements. Ce tour de force, traduire 15 volumes en l'espace de quelques années, suffirait en lui-même à susciter l'intérêt en réalité, mais cette entreprise est d'autant plus remarquable que le traducteur, aujourd'hui totalement tombé dans l'oubli, n'a jamais rien traduit d'autre, ni avant ni après, à l'exception d'une traduction italienne de Louis Dutens, donc le Tocsin de Louis Dutens, auteur royaliste, à laquelle il est réputé avoir apporté son concours lors d'un séjour en Italie, mais pour laquelle l'étendue de sa participation véritable reste assez floue. Et en tout cas, c'est une traduction vers l'italien, donc rien à voir avec l'anglais. Retracer l'itinéraire de cette traduction, c'est aussi et avant tout retracer l'itinéraire de son traducteur, ce que je vais tenter de faire dans le temps qui m'est imparti aujourd'hui. Cette histoire d'un traducteur et de son œuvre s'étend sur une longue période, puisqu'elle commence en 1754, avec la naissance d'Antoine Lassalle à Paris, donc à Saint-Germain-l'Auxerrois, et qu'elle s'achève à la fin de la première moitié du XIXe siècle, après la mort du traducteur, avec donc la fortune, ou en tout cas la fin de l'itinéraire de sa traduction. Je voudrais montrer l'influence de la personnalité d'Antoine Lassalle, de sa trajectoire personnelle, de ses réseaux, de ses intérêts philosophiques, scientifiques et politiques, et même économiques, sur sa traduction des œuvres de Francis Bacon, qu'il faut envisager à la fois sous l'angle de l'analyse traductologique, comme on le ferait avec n'importe quelle traduction. Est-ce que cette traduction est une bonne traduction? C'est quand même une question que l'on doit se poser. La réponse est oui. Mais aussi dans sa matérialité, sous l'angle de l'histoire du livre, en replaçant ces éléments dans le contexte plus vaste de la politique de traduction philosophique et scientifique telle qu'elle se développe en gros, entre 1780 et 1815, sous l'impulsion, entre autres, d'institutions savantes ou de l'action gouvernementale. Alors voici quelques questions parmi les premières que l'on doit se poser face à une traduction de cette ampleur. Premièrement, comment et pourquoi devient-on traducteur? Ce qui implique évidemment de savoir qui sont les traducteurs, ou qui est le traducteur en l'occurrence. Comment naît le projet de traduire? Pourquoi Lassalle a-t-il tout d'un coup décidé de traduire Bacon? Comment traduit-on? Avec quels outils? Où et dans quelles conditions matérielles? Pour quel éditeur? À quel prix? Pour quel lecteur? Quelle en est la diffusion? Et quelle en est la réception? Comme je l'ai dit, ces 15 épais volumes sont publiés en 5 ans à raison de 3 volumes par an, traduits à la fois du latin et de l'anglais, parfois des deux, c'est-à-dire Lassalle en réalité fait avec ce qu'il a sous la main, mais il arrive que les œuvres aient été disponibles à un moment donné de leur histoire éditoriale dans les deux langues, et dans ce cas, il essaye de se faire prêter la version qui lui manque, c'est-à-dire il traduira du latin quand l'ouvrage a d'abord été publié en latin, et de l'anglais quand l'ouvrage a d'abord été publié en anglais, mais il s'appuie aussi sur la version latine, par exemple, pour vérifier un point de traduction qui lui échappe, et donc on arrive à savoir, grâce à ses notes de bas de page, comment il a travaillé. Il traduit à la fois du latin et de l'anglais, donc, et il ajoute, comme je l'ai dit, un appareil critique surdimensionné qui est fait de notes de bas de page innombrables, parfois longues de plusieurs pages, de 3 préfaces de plusieurs dizaines de pages chacune. La première fait une 50aine de pages. Des suppléments variés qui prennent la forme de commentaires directs de certains passages de la traduction concernée, ou qui complètent et actualisent les positions théoriques de Francis Bacon sur la science et la philosophie naturelle. Lassalle a pour ambition non pas simplement de traduire Bacon, mais aussi de l'expliquer pour le lecteur et de le rendre intelligible au lecteur du XVIIIe siècle. Donc ce n'est pas simplement une traduction de l'anglais ou du latin vers le français, c'est aussi d'une certaine manière une traduction du XVIIe siècle au XVIIIe siècle, enfin, ou en tout cas à la fin du XVIIIe siècle. Il s'agit de réactualiser, de rendre moderne d'une certaine manière, de montrer la pertinence de la pensée de Bacon à un moment où
la France connaît une révolution dans sa façon de considérer les sciences et leur enseignement. Alors, quel traducteur peut bien vouloir se lancer dans une entreprise pareille, et aussi quel éditeur? Parlons brièvement d'Antoine Lassalle. Il naît donc à Paris en 1754, dans la paroisse de Saint-Germain-l'Auxerrois, ce que nous dit son acte de baptême. Il est le fils naturel d'un Montmorency, ce que ne nous dit pas son acte de baptême, et il est envoyé très vite après sa naissance en nourrice dans une famille de petite noblesse à Semur en Auxois. Il est éduqué ensuite à son retour à Paris dans une pension du quartier Picpus, puis au Collège des Quatre Nations, où il parfait son apprentissage du latin afin de suivre la voie qu'on a tracée pour lui, sans trop lui demander son avis, c'est-à-dire la prêtrise. Il refuse de devenir prêtre et, devant son refus énergique, son tuteur l'envoie à l'école d'hydrographie de Saint-Malo et le met en pension chez un armateur, Grand Clos Mélé, qui le pousse à naviguer très vite, mais aussi lui donne une formation théorique, et une formation théorique qui comprend un apprentissage des langues étrangères, puisqu'il s'agit de devenir marin dans la marine marchande. Il navigue pendant plusieurs années, insiste lui-même pour partir très vite à la dure sur des navires partis en campagne pour la pêche à la morue à Terre-Neuve, qui est pas une partie de plaisir, c'est quelque chose qui dure longtemps dans des conditions extrêmement dures. Et donc Lassalle navigue pendant plusieurs années, plusieurs fois à destination de Terre-Neuve. Il fait plusieurs campagnes à la morue. Campagne qui pouvait durer plus de 6 mois, entre 6 mois et 1 an, et qui se terminait généralement en Méditerranée, puisque les morutiers revenaient décharger leur morue, leur prise, au port de Sète ou au port de Marseille. Et donc, on retrouve la trace de Lassalle sur plusieurs documents maritimes, des rôles d'équipage par exemple, et on sait dans quelles conditions il a embarqué, sur quel navire, on sait même combien il était payé. Il navigue ensuite à destination de Saint-Domingue et s'embarque pour finir vers l'Inde et la Chine, dont il revient en 1775. Et cette expérience n'est pas du tout anecdotique, parce que c'est au cours de ces voyages que Lassalle va non seulement parfaire son apprentissage des langues, mais aussi parfaire son goût pour l'observation et pour l'observation scientifique. Il observe à bord des phénomènes météorologiques, des phénomènes astronomiques, il observe les vents, il prend des notes, il observe les insectes, les mœurs des populations des pays dans lesquels ils font escale, tout un tas d'observations qui vont ensuite nourrir sa traduction et nourrir ses commentaires de Bacon. Donc c'est d'une certaine manière l'homme de science Lassalle qui se construit pendant ses voyages, ses expéditions maritimes. Il approfondit ensuite ses connaissances, une fois revenu à Paris, au contact de savants comme de Lalande, qu'il fréquente assidûment à son retour, et aussi des cours qu'il suivra, notamment en chimie, au Jardin du Roi, le futur Jardin des Plantes. Et plus tard, lors de ses différents séjours en Italie, il séjourne assez longuement à 2 reprises en Italie, 2 reprises au moins, au contact des milieux savants italiens, à Rome évidemment, et à Bologne également. Devenu membre de la Société philomatique de Paris juste après sa fondation en 1788, il en reçoit régulièrement le bulletin, se tient au courant des derniers progrès scientifiques et contribue également à l'activité de la Société philomatique en lui envoyant des comptes rendus d'expériences auxquels il a participé directement. Par exemple, des expériences sur le vide, notamment sur l'électricité, manuscrit qui est conservé dans les archives de la Société philomatique. Déçu de ne pas avoir obtenu de dispense pour devenir capitaine à un très jeune âge, Lassalle rentre donc définitivement à Paris avec le projet assez ambitieux de devenir prof d'arabe au Collège Royal, futur Collège de France. Et donc, il lui faut quand même
sauter un certain nombre, enfin franchir un certain nombre d'étapes pour devenir prof au Collège de France, et notamment titulaire de la chaire d'arabe, ce qu'il ne deviendra bien évidemment jamais, mais il devient tout de même maître ès-art. Il passe le concours en août 1778, quelques semaines après Robespierre, après un examen qui portait exclusivement sur de la traduction latine. Donc on retrouve déjà aussi dans sa formation, de toute façon, à chaque étape, une préoccupation pour la traduction. Il ne devient pas professeur d'arabe. Il raconte que c'est à cause de sa surdité qui commence à le handicaper très fortement, mais en réalité, c'est parce qu'il n'a absolument aucune qualification pour ce faire. Et déçu de ne pas obtenir cette chaire, il quitte Paris pour un grand tour de l'Italie en 1780. C'est là qu'il se prend de passion pour les sciences et la philosophie et publie, quelques années plus tard, en 1788, son premier traité philosophique, suivi par deux autres, totalisant déjà à eux seuls plusieurs milliers de pages. C'est-à-dire qu'avant même de publier les 15 volumes très épais de sa traduction de Bacon, Lassalle avait écrit plusieurs milliers de pages de traités philosophiques sur tout un tas d'idées diverses et variées, mais dans lesquelles il évoque déjà Francis Bacon et la philosophie, l'induction baconienne. Ces ouvrages, qui ont pour titre « La balance naturelle »,« Le désordre irrégulier et la mécanique morale », ont été remarqués à leur sortie et elles attirent notamment l'attention de quelqu'un comme Dominique Garat, qui jouera un rôle assez important dans la concrétisation du projet de Lassalle. Notamment parce qu'il va, par voie de presse, Garat est journaliste à l'époque, il va par voie de presse encourager Lassalle, qui annonce vouloir traduire Bacon, dans la publication de son premier ouvrage, La balance naturelle. Garat en fait la recension et dit « Nous attendons avec impatience cette traduction de Bacon que l'on nous annonce ». Donc voilà, très succinctement, pour le comment. La question du pourquoi est sans doute la plus simple. Ce n'est pas simplement parce que Lassalle connaît l'anglais qu'il va traduire Bacon, ou simplement parce qu'il a lu Bacon. C'est par orgueil d'abord, et par besoin d'argent ensuite. Juste avant la Révolution, Lassalle raconte avoir eu une illumination en lisant Bacon et s'imagine qu'il va en réalité pouvoir, non pas simplement traduire Bacon, il l'annonce évidemment assez rapidement, mais au départ le projet semble assez modeste, mais c'est surtout qu'il va pouvoir perfectionner la pensée de Bacon, perfectionner sa méthode inductive en tenant compte d'un siècle et demi de progrès scientifique. C'est-à-dire que pour lui, Bacon est déjà quasiment dépassé. C'est d'ailleurs le reproche majeur qu'on fera à Bacon au XIXe siècle, c'est bon, il a été traduit, il est désormais disponible, on peut le lire, mais en réalité, ça n'est plus nécessaire puisque le progrès scientifique est tel que Bacon est obsolète d'une certaine manière. Donc Lassalle se donne au départ comme projet, non pas de traduire 15 volumes, mais de traduire son œuvre la plus importante pour qu'enfin, suite aux vœux des encyclopédistes, les Français puissent lire Bacon. Le premier état du projet est donc plutôt modeste. Il s'agit de traduire le premier ouvrage de l'Instauratio Magna de Bacon, c'est-à-dire de l'accroissement des sciences, ouvrage qui résume l'induction baconienne et que Lassalle estime le plus propre à propager la philosophie de Francis Bacon en France, ou en tout cas à susciter l'intérêt de ceux qu'il veut toucher par sa traduction. Après des années de tergiversation et d'abandon répété du projet, parce qu'il imagine notamment à tort que d'autres ont la même ambition que lui et veulent traduire Bacon, Lassalle décide finalement de se lancer dans un projet encore plus ambitieux, c'est-à-dire traduire tout Bacon. On est en 1796, donc on voit quand même que pratiquement une dizaine d'années se sont écoulées entre le moment où Lassalle a lu Bacon et a eu son illumination et s'est dit que c'était vraiment
une œuvre qu'il fallait transmettre, et le moment où, effectivement, il se lance dans la traduction. Et entre-temps, première tragédie autour de cette traduction, Lassalle a perdu le premier manuscrit de sa traduction. Donc, il a traduit intégralement cette première œuvre. Comme souvent, c'est une pratique assez courante, et pas simplement pour Lassalle, il prête une copie de cette traduction, il la fait circuler. En réalité, il écrit d'abord, il raconte que tout ce qu'il écrit, il l'écrit dans un style sténographique qu'il a inventé et qu'il est le seul à pouvoir lire, parce que ça prend moins de place, ça consomme moins de papier, et donc il fait une copie au propre, écrite et lisible, qu'il fait circuler auprès de ses proches pour avoir leur avis, leur retour, avant de l'envoyer à un éditeur potentiel. Et donc, il prête ce premier manuscrit de traduction à un homme politique extrêmement en vue à l'époque, puisqu'il s'agit d'Hérault de Séchelles, et qui est un avocat, qui est brillant, qui est tout ce que Lassalle n'est pas à l'époque, très riche, très beau, et Lassalle et lui sont liés d'amitié, une amitié qui va d'ailleurs suffisamment loin pour que Séchelles décide de financer l'impression du deuxième ouvrage philosophique de Lassalle. Donc, Lassalle lui prête son unique manuscrit au propre, l'unique manuscrit au propre de cette traduction, et entre-temps, Hérault de Séchelles est arrêté sur ordre de Robespierre, va être guillotiné, tous ses papiers sont saisis et le manuscrit disparaît. Et Lassalle fait de nombreuses démarches pour essayer de le récupérer. On lui dit d'abord que Lacanal l'a pris dans les papiers. Lacanal en parle effectivement au comité d'instruction publique, évoque une possible impression, puis le manuscrit disparaît à nouveau, Lassalle ne peut pas remettre la main dessus. On lui dit qu'il est chez l'abbé Grégoire, il écrit à l'abbé Grégoire, manifestement sans succès, le manuscrit ne reparaît jamais, et Lassalle, qui a donc pris tant de temps pour se lancer dans ce projet, doit recommencer à zéro et retraduire ce premier ouvrage. Au moment où le manuscrit est mis sur le bureau de Lacanal au comité de salut public, il est déjà question de mettre Bacon au programme de l'enseignement en France, et c'est notamment Garat qui le fera quelques temps plus tard. Et donc l'impression de la traduction de ce volume, d'une certaine manière, pourrait correspondre au projet de la Révolution, et finalement, malgré la circulation de ce manuscrit, il ne sera jamais imprimé aux frais de la nation comme Lacanal l'avait envisagé au comité d'instruction publique. Et donc, Hérault de Séchelles est guillotiné avec les dantonistes, le manuscrit disparaît, Lassalle doit tout refaire. Et comme il doit tout refaire, comme plus le temps passe et plus il manque de ressources pour vivre, puisque la Révolution l'a privé d'une maigre pension que lui avait consentie la famille Montmorency, eh bien Lassalle se dit que sa traduction est le seul moyen qu'il aura de rentrer un peu d'argent, d'avoir non pas de quoi faire fortune, mais de quoi vivre. La mort de son tuteur, le prince de Tingry, Charles-François Christian de Montmorency-Luxembourg, achève de le plonger dans la misère. Lassalle, finalement, ne remontera jamais cette pente. Il n'a jamais été à l'aise financièrement, mais ça ne sera ensuite qu'une lente descente aux enfers. Tout en traduisant, puisqu'il a décidé de se remettre sérieusement à cette traduction et à ce projet multiplié, tout en traduisant depuis Semur en Auxois, où il est allé vivre, d'abord pour fuir la terreur, mais aussi parce que la vie est moins chère qu'à Paris. Lassalle écrit à des amis à Paris, notamment à Charles Dumont de Sainte-Croix, qui est directeur du bureau de l'envoi des lois,
pour qu'il trouve, pour qu'il l'aide à trouver en tout cas, un entrepreneur assez audacieux pour publier les 15 volumes. Publier les 15 volumes d'ailleurs qui au départ devaient être 16 et puis le 16e volume a été escamoté. On ne sait même pas ce qu'il aurait dû contenir, mais ce 16e volume ne sortira jamais. Lassalle écrit donc, et il écrit dans plusieurs lettres qui sont conservées à la BNF, le tour que doit prendre cet arrangement avec un éditeur potentiel. C'est-à-dire, il détaille le calendrier de publication, ce qu'il livrera à l'éditeur et à quelle cadence, le prix au feuillet, ce qu'il estime devoir tirer au prix de son travail, l'ordre de parution des volumes, etc. Donc, quelque chose d'assez précis, une idée extrêmement précise de la valeur du travail de traduction. Il y a un équivalent qui est un contrat de traduction passé devant notaire au XVIIe siècle par l'un des traducteurs de Bacon justement, et qui détaille le prix au feuillet, le format de chaque feuillet, la façon dont on calcule le nombre de signes de feuillet, etc. Donc c'est très instructif d'avoir des renseignements pareils, et ce qu'on ne sait pas, évidemment, c'est la teneur du contrat final qui va le lier à l'éditeur. Mais en tout cas, Lassalle ne se lance pas dans ce travail de manière complètement naïve et sans savoir combien il est légitime d'être payé et ce qu'il est en droit de demander. Il sait aussi qu'il a intérêt à ce que cette transaction se fasse rapidement parce qu'il a des besoins financiers qui, sans être énormes, sont bien réels. Il lui faut payer le gîte et le couvert. Et donc, il sait combien il peut demander, mais il sait aussi ce qu'il doit céder pour que la transaction se fasse rapidement et que le livre sorte. Car traduire est une chose, et Lassalle en est tout à fait conscient, mais une bonne traduction est une traduction publiée. Et de ce point de vue-là, la question de l'éditeur et de l'imprimeur sont évidemment capitales, parce que ce sont elles qui conditionnent en grande partie le devenir de l'ouvrage. Le travail de traducteur est un travail colossal et très important. Évidemment, sans lui, la traduction n'existerait pas, mais sans ces intermédiaires-là non plus. Et on va voir que dans le cas de cette traduction et de ce travail monumental et très ambitieux, le choix s'est avéré plutôt contre-productif. Car avec qui Antoine Lassalle va-t-il faire affaire ? Il fait affaire, par l'intermédiaire de Dumont de Sainte-Croix ou d'un autre de ses amis, on ne sait pas trop, il fait affaire avec le libraire et bibliophile Antoine-Augustin Renoir, qui, lui, s'adresse pour l'impression au très méticuleux imprimeur dijonnais Louis-Nicolas Frantin, imprimeur extrêmement réputé, imprimeur du roi, avec lequel il a déjà travaillé sur de nombreux ouvrages et qui a la réputation d'être très, très méticuleux, d'avoir des caractères d'imprimerie extrêmement bien fabriqués, très nets, et de travailler sur un papier de qualité. Donc, évidemment, tout ce qu'un bibliophile comme Antoine-Augustin Renoir pourrait désirer. Ce choix, alors à supposer que ce soit un choix, car on ne sait pas trop si finalement Lassalle a vraiment eu le choix. Est-ce que d'autres éditeurs s'étaient montrés intéressés ? Sans doute que non, pour un projet aussi fou que celui-là. Et donc, Lassalle a sans doute fait affaire avec le seul éditeur ayant répondu favorablement au projet. Et le seul imprimeur qui a bien voulu se lancer dans l'aventure. Et donc ce pseudo-choix est à la fois une bénédiction pour la traduction de Lassalle et une malédiction, et aussi pour son traducteur. Parce qu'on ne peut pas imaginer que les intérêts d'un éditeur et les intérêts d'un traducteur soient plus diamétralement opposés que ceux de Renoir et ceux de Lassalle. Ce sont des intérêts complètement contradictoires. Lassalle veut inonder la France des œuvres de Bacon et en réalité les faire lire surtout à deux catégories de la population française, la jeunesse avant tout, il le dit à plusieurs reprises, son projet c'est de faire lire Bacon à la jeunesse, mais aussi aux femmes.
Il estime que si on veut vraiment que la France évolue vers la modernité et évolue vers, soit un pays éduqué, il faut aussi commencer par les femmes. Et donc l'éducation des femmes lui tient très à cœur et il veut donc une traduction qui soit facilement disponible et donc peu onéreuse. Évidemment, c'est le contraire qui va se produire, puisqu'il fait affaire avec Renoir, qui ne vise que les collectionneurs de livres rares, donc pas du tout le même public. Au-delà de la transaction financière qui lie le traducteur et l'éditeur, la spécificité de l'activité de Renoir conditionne très largement le destin des 15 volumes, volontairement tirés à un nombre suffisamment restreint d'exemplaires pour que la rareté suscite l'intérêt, évidemment. Alors, pour donner un ordre d'idée de ce que publie Renoir, un ordre d'idée un peu extrême, mais en 1802, Renoir publie une édition du Voyage sentimental de Sterne, une traduction, qu'il tire à 24 exemplaires. Donc, c'est évidemment très peu. Et pour la traduction de La Salle, ça n'est pas aussi peu, mais il est évident que le tirage n'a en aucun cas pu dépasser 200 exemplaires, peut-être plus proche de 150 que de 200. Et donc, rien ne correspond au projet de départ, ou en tout cas à la philosophie du projet de La Salle. L'identité de l'imprimeur choisi par Renoir est elle aussi capitale. Donc on sait qu'il s'agit, puisque son nom apparaît, on sait qu'il s'agit de Louis-Nicolas Frontin, qui est entre autres l'imprimeur de l'encyclopédie méthodique. Et une lettre adressée au ministre de l'Intérieur par le directeur de la bibliothèque de Semur est publiée dans le magasin encyclopédique en 1799, donc au moment où sortent les 3 premiers volumes, donne un certain nombre de précisions, et donc je cite le magasin encyclopédique. « Vous apprendrez avec intérêt que la traduction du livre De Dignitate et Augmentis Scientiarum s'imprime à Dijon, chez le citoyen Frontin, sur beau papier, avec les caractères du Télémaque de Causse. Il y a déjà plus d'1,5 volume d'imprimé et on a lieu d'espérer que dans 4 à 5 mois, le public pourra jouir de cet intéressant ouvrage qui sera éclairci par beaucoup de notes. » Or, le Causse, dont il est question, imprimeur dijonnais qui a vendu son fonds à Frontin lorsqu'il a pris sa retraite, avait déjà imprimé en 1795 pour Renoir, justement, une édition des Voyages de Télémaque de Fénelon en 2 volumes, qui avait été à l'époque remarquée par son élégance et dont on sait qu'il a tiré 265 exemplaires. Pierre Causse est à l'époque l'un des meilleurs typographes de France, et les livres qui sortaient de ses presses étaient loués pour leur bon goût, leur précision typographique, la beauté de l'impression. C'est donc une entreprise commerciale extrêmement ambitieuse et élitiste dans laquelle se lancent Renoir et son imprimeur Frontin, d'autant plus que Renoir en commande également un tirage à quelques exemplaires dans une édition luxueuse, précisée dans la presse, sur grand papier d'Annonay satiné à large marge. En 1804, le journal typographique souligne l'édition très soignée de cette traduction de Bacon. Mais cette entreprise de très grande qualité se paiera d'une tragédie pour l'imprimeur comme pour le traducteur. Louis-Nicolas Frontin meurt le 17 février 1803 d'une attaque d'apoplexie alors qu'il achève l'impression des derniers volumes des œuvres de Bacon. Si des collections complètes des 15 volumes ont bien été vendues et envoyées par le traducteur à certaines bibliothèques ou à la classe des sciences morales de l'Institut, dont La Salle brigue à l'époque un siège, beaucoup de collections ont dû rester incomplètes du fait de la mort prématurée de l'imprimeur, et la circulation de la traduction en a d'autant plus été réduite que la veuve de l'imprimeur, la veuve Frontin, qui reprend l'affaire de son mari avec ses 2 fils, ayant eu vent entre-temps d'une controverse religieuse au sujet de la traduction de La Salle, sur laquelle je reviendrai plus tard, a vendu les derniers exemplaires imprimés à un épicier de Dijon, en prenant soin de mélanger les feuilles afin que les volumes ne puissent pas être reconstitués. La controverse dont il est question est née juste après la parution des volumes 7 à 9, sous la plume
extrêmement acide d'un géologue genevois, Jean-André Deluc, qui est alors professeur honoraire de philosophie naturelle et de géologie à l'université de Göttingen, lecteur de la reine Charlotte de Grande-Bretagne et membre d'un certain nombre de sociétés savantes et d'académies, dont la Royal Society de Londres. La première attaque prend la forme d'un petit volume publié en 1800, Bacon tel qu'il est, suivi 2 ans plus tard d'un ouvrage plus important en 2 volumes, le Précis de la philosophie de Bacon, dans lequel Deluc poursuit sa démolition en règle de la traduction de Lassalle. Je n'ai pas le temps, malheureusement, de m'étendre sur ces attaques, auxquelles Lassalle n'a jamais vraiment répondu, mais pour le dire brièvement, Deluc reproche au traducteur d'avoir déformé le texte de Bacon, d'abord de ne pas avoir tout traduit, d'avoir fait un choix pernicieux, puisque Lassalle aurait volontairement, d'après Deluc, écarté de sa traduction tous les textes à connotation religieuse, pour faire de Bacon un philosophe impie, qui serait plus conforme aux vœux des encyclopédistes d'une part et aux vœux des jacobins d'autre part. Donc il accuse Lassalle d'être à la solde des révolutionnaires français et finalement d'avoir produit une traduction idéologique plutôt qu'une traduction utile à l'édification de la population. Quoi qu'il en soit, c'est la diffusion rapide des accusations de Deluc qui, lui, contrairement à Lassalle, qui est à l'époque encore reclus à Semur-en-Auxois, Deluc est à Göttingen, voyage dans toute l'Europe et peut se prévaloir d'un réseau extrêmement dense, à la fois scientifique, politique, mondain. Il envoie des lettres, il fait envoyer des lettres, pour faire la promotion de ses 2 livres sur Bacon, il envoie des exemplaires à la cour, dans toutes les cours, y compris en Angleterre. Il est extrêmement doué pour faire la publicité de ses propres ouvrages et évidemment, Lassalle, c'est tout le contraire. Lassalle ne sait pas du tout assurer la promotion de son ouvrage. Il est tout ce que Deluc n'est pas, il est irascible, et il vit en ermite à Semur-en-Auxois. Même quand il va revenir à Paris, ce sera pareil, il se fâche avec ses amis et donc en réalité, la publicité dont il aurait pu bénéficier pour ses 15 volumes de traduction n'aura jamais lieu, alors que son critique principal, lui, dispose au contraire de moyens de promotion démesurés. Quoi qu'il en soit, c'est donc cette diffusion rapide des accusations de Deluc qui pousse la veuve de Louis-Nicolas Frantin, sur les conseils d'un chanoine du diocèse de Dijon, à détruire les volumes qui se trouvaient encore à l'imprimerie. La question qui se pose à partir de 1803, c'est évidemment celle du devenir de cette traduction et de son traducteur, puisque celui-ci comptait sur sa traduction pour vivre. Savoir si les 15 volumes ont été lus n'est évidemment pas une chose facile. Et pour ça, on peut s'appuyer sur un cadre méthodologique qui donne des indications, mais jamais évidemment de certitude. Et pour essayer d'y voir plus clair, je me suis appuyée sur un programme de recherche européen, le projet Mediate, qui a cherché à modéliser la circulation et la lecture des œuvres publiées tout au long du XVIIIe siècle et qui offre des pistes intéressantes en s'appuyant notamment sur l'analyse des catalogues de vente aux enchères des bibliothèques privées. C'est donc ce que j'ai fait, et la période que j'ai retenue pour la traduction de Lassalle va de 1805, donc 2 ans après la parution des derniers volumes, jusqu'à 1851. Et j'ai ainsi examiné 155 catalogues de bibliothèques privées de plus de 1000 volumes non spécialisés. C'est-à-dire, j'ai volontairement pris des bibliothèques assez richement dotées et des bibliothèques qui ne sont jamais trop spécialisées, parce qu'il y a des collectionneurs qui, par exemple, ne s'intéressent qu'aux récits de voyage ou ne s'intéressent qu'à la littérature classique. Et dans ce cas-là, évidemment, j'avais peu de chances de trouver la traduction de Lassalle. Mais
en ayant cet échantillonnage de 155 catalogues de bibliothèques finalement assez variés, on peut se faire une idée assez précise de la façon dont cette traduction a circulé. Le Grolier Club, un club de bibliophiles new-yorkais qui a étudié il y a 20 ans les catalogues français de vente aux enchères de livres présents dans ses collections, en recense 168 pour la seule période 1804-1830. Donc, je n'ai pas vu tous ces catalogues, mais j'en ai vu une grande partie, ceux en tout cas qui sont conservés à la Bibliothèque nationale de France sous la cote Delta. Certains catalogues comportent, puisqu'il s'agit de vente aux enchères, comportent le prix payé par l'acheteur et parfois même le nom de l'acheteur, mais ça n'a pas été le cas pour la traduction de La Salle. Mais on peut avoir ces informations d'une autre façon. Alors que montre ce dépouillement? D'abord, 54 bibliothèques privées sur 155 contiennent une ou plusieurs œuvres de Bacon, y compris la traduction de La Salle, mais pas seulement, donc en latin, en français ou en anglais, ce qui est un chiffre appréciable. Puisque les données du projet Immediate pour 1804 et 1830 montrent que Bacon est présent dans 32% des catalogues de vente de bibliothèques de moins de 1000 volumes, donc l'échantillonnage prix n'est pas le même que le mien, et donc ça permet une comparaison. Aucun de ces catalogues de bibliothèques de moins de 1000 volumes, bibliothèques privées, ne contient néanmoins la traduction de La Salle, donc c'est intéressant de voir qu'on le trouve dans des bibliothèques plus richement dotées, mais pas dans des bibliothèques plus modestes. La traduction de La Salle apparaît dans 20 des 54 catalogues contenant au moins une œuvre de Bacon, et dans 14 catalogues, c'est la seule œuvre de Bacon présente, donc elle a bien été achetée. 4 catalogues font, c'est intéressant, quand on connaît l'histoire de la publication de cette traduction, 4 catalogues font état de séries incomplètes, c'est-à-dire avec seulement 3, 6 ou 12 volumes sur les 15. Ce qui veut sans doute dire que soit les 3 premiers volumes ont été achetés et la collection n'a pas été complétée ensuite, soit quand seulement 12 volumes sont là, c'est quelqu'un qui n'a pas pu faire l'achat des volumes manquants parce qu'ils n'étaient plus disponibles. Sur la période, un même exemplaire peut se retrouver dans 2 catalogues ou plus, parce que les volumes passent d'une collection bibliophilique à une autre. Et pour donner un ordre de comparaison avec l'analyse de la philosophie de Bacon de Delair, dont j'ai parlé au début, publiée en 1751, celle-ci, qui pourtant jouit d'une publicité depuis plus longtemps, qui est rééditée, qui est un des ouvrages les plus disponibles, en tout cas qui est bien plus disponible que la traduction de La Salle. Cette analyse de la philosophie de Bacon n'est présente que dans 6 catalogues sur les 155 étudiés, et les ouvrages de Deluc seulement dans 3, ce qui veut dire que la méchanceté ne paye pas, en tout cas pour ce qui est de la traduction de Bacon. Mais qu'en est-il des bibliothèques privées qui n'ont pas été vendues aux enchères? Évidemment, c'est ce que nous ne saurons jamais. Une autre source d'information sur la circulation des œuvres, c'est le manuel du libraire et de l'amateur de livres de Brunet, publié régulièrement, pratiquement tous les ans, à partir de 1810. Donc la première édition date de 1810, et ce manuel du libraire et de l'amateur de livres donne le prix des livres, avec parfois un petit commentaire sur leur intérêt, conseillant telle édition plutôt que telle autre, par exemple. En 1810, Brunet mentionne en 2e position pour Bacon la traduction de La Salle comme d'un intérêt pour les lecteurs et les bibliophiles, et il indique un prix qui reflète non pas le prix de vente au moment où les ouvrages sont sortis, mais leur valeur bibliophilique, enfin leur valeur auprès des collectionneurs. 67 francs pour les 15 volumes du tirage ordinaire, et 137 francs pour le tirage luxueux, ce qui est une belle somme. Le prix monte encore 4 ans plus tard, 75 et 150 francs, mais à partir de 1834, Brunet arrête de donner le prix et précise à ses lecteurs
Nous avons parlé de la traduction française des œuvres de Bacon par Lassalle en 15 volumes in octavo. Nous ajoutons qu'elle est inexacte, que l'auteur y a même quelquefois substitué ses propres idées à celles du philosophe anglais. C'est ce qu'a prouvé le célèbre physicien Deluc dans un opuscule intitulé Bacon tel qu'il est. Monsieur Renoir, dans le catalogue d'un amateur, justifie les intentions du traducteur. En 1838, 4 ans plus tard, la traduction est présentée cette fois comme fort inexacte, avec un prix en chute libre, 45 francs pour le tirage ordinaire, 80 francs pour le tirage luxueux, et Brunet recommande au contraire de lire et d'acheter Deluc. Ce que nous disent ces sources, au-delà de l'anecdote, évidemment, c'est que malgré l'impression avortée des derniers volumes, la traduction de Lassalle s'achète et se vend. Mais ces sources nous disent aussi que les attaques répétées de Deluc, puisqu'il attaque Lassalle une première fois dans un premier ouvrage, puis ensuite dans un autre ouvrage en 2 volumes, mais aussi dans un troisième, des lettres sur d'autres sujets, des lettres géologiques, dans lesquelles il fait allusion à Bacon et dans lesquelles il en profite pour revenir à la charge contre la traduction de Lassalle. Les attaques répétées de Deluc ont dans une certaine mesure, porté leurs fruits et nuit à la fortune de la traduction de Lassalle. Ce que ces sources ne nous disent pas, bien sûr, c'est si la traduction de Lassalle a vraiment été lue pour autant, car on sait bien qu'il ne suffit pas d'avoir un volume dans sa bibliothèque pour l'avoir lu, et donc rien ne prouve que ces collectionneurs bibliophiles avaient lu la traduction de Lassalle. Mais pourtant, des lecteurs, il y en a eu. Outre le Genevois Deluc, puisqu'évidemment Deluc, même s'il s'est limité aux 3 premiers volumes, a fait une lecture extrêmement attentive de la traduction de Lassalle pour y détecter des erreurs que d'ailleurs il n'a pas trouvées, mais des manquements, des omissions de sa part. Cette traduction a été lue. Elle a été lue évidemment par l'entourage proche de Lassalle, notamment François Ménassier, qui est un avocat de Semur-en-Auxois, qui a beaucoup soutenu Lassalle et qui a reçu en cadeau un exemplaire des 15 volumes, enfin une collection des 15 volumes, avec une dédicace de la main du traducteur, collection qui est conservée à la bibliothèque de la ville de Semur-en-Auxois, et cette collection est annotée au crayon par Ménassier lui-même, donc on sait évidemment que, puisqu'il l'a annoté, il l'a lu. Il n'a peut-être pas lu les 15 volumes, mais en tout cas, il a lu ceux qu'il a annotés. Mais en explorant un carton d'archives de la Marine aux Archives nationales, j'ai découvert par hasard un document extrêmement intéressant et totalement inattendu. Ce sont les carnets de lecture d'un officier de marine, Jacques-Philippe Mérigon de Montgéry, qui est né en 1782 et mort en 1839, qui est donc un quasi-contemporain de Lassalle, et qui est l'auteur, entre autres, d'un mémoire sur les mines flottantes et d'un traité sur les règles de pointage à bord des navires. C'est un véritable théoricien de l'innovation technique navale, et il est donc très intéressant de voir que ce marin s'est penché sur la traduction d'un autre marin, finalement, à quelques années d'intervalle. Ces notes de lecture remplissent 41 cahiers numérotés et portent sur des ouvrages, français ou étrangers, publiés entre le XVIIe et le XIXe siècle, sur une très très grande variété de sujets, majoritairement philosophiques et scientifiques, mais sans spécialisation particulière, c'est-à-dire Montgéry ne s'intéressait pas spécialement uniquement à tout ce qui avait trait à la marine, mais faisait des lectures qui portaient sur beaucoup d'autres sujets. Les notes de lecture prises dans les volumes 1 à 13 de la traduction de Lassalle, il précise avoir lu les volumes 14 et 15 mais n'avoir pas pris de notes, occupent 75 pages, les 75 premières pages du cahier numéro 23 conservé aux Archives nationales. Que fait Montgéry dans ses cahiers, non seulement pour la traduction de Lassalle, mais pour tous les livres qu'il lit? Il recopie des passages qui l'ont particulièrement intéressé, mais sans aucun commentaire. Il recopie in extenso des passages de longueur extrêmement variable, parfois de quelques lignes, parfois d'une page entière, en notant chaque fois la référence précise. Pour la traduction de Lassalle,
il précise le numéro de volume, il précise le numéro de page. Et ce qui est intéressant, c'est que si Mongeri recopie assez souvent le texte traduit de Bacon, en réalité, ce qui l'intéresse le plus, ce sont les notes de bas de page de La Salle. Et il recopie en grande majorité in extenso certaines notes, et là encore, pas seulement sur des sujets ayant trait à la navigation, mais sur tout un tas de sujets, et notamment sur ses observations scientifiques. D'autres lecteurs sont bien sûr plus aisément identifiables. Ce sont ceux qui citent la traduction de La Salle dans leurs propres ouvrages. C'est notamment le cas d'Isidore Geoffroy Saint-Hilaire dans son Histoire naturelle générale des règnes organiques, publié entre 1854 et 1862. Et c'est aussi le cas d'Antoine d'Estude de Tracy, qui fait de la traduction de La Salle le texte de référence en ce qui concerne Bacon dans les éléments d'idéologie. C'est-à-dire que quand il cite Bacon, il précise qu'il le cite dans la traduction de La Salle et que c'est la traduction de référence. Et les éléments d'idéologie sont publiés en 1805, donc tout de suite après la publication des 15 volumes, d'Estude de Tracy est un des premiers à finalement faire usage de cette traduction. C'est enfin le cas, et c'est sans doute le cas le plus important, de Joseph de Maistre, qui rédige au cours de la première décennie du XIXe siècle un examen de la philosophie de Bacon, qui sera posthumément publié en 2 volumes en 1836, donc après la mort de Maistre, mais aussi après la mort, bien longtemps après la mort du traducteur lui-même, qui n'a évidemment jamais su que 2 volumes se publiaient sur sa traduction. Et ce qui est intéressant, c'est que Joseph de Maistre se livre à la fois à une critique extrêmement sanglante et extrêmement drôle aussi de la philosophie de Bacon, dont il dit pique-pendre, mais qu'il chante des louanges du traducteur et de sa traduction, et en profite pour écorner l'image du protestant de Luc, à qui il n'accorde évidemment aucun crédit. Maistre va en réalité faire beaucoup pour la pérennité du travail de traduction de La Salle, dont il sera en quelque sorte le meilleur agent commercial, puisque il va redonner une espèce de seconde vie finalement à la traduction de La Salle, malgré son aventure éditoriale problématique, et c'est d'une certaine manière grâce à Joseph de Maistre que finalement cette traduction va parvenir jusqu'à nous et va être réimprimée tout au long du XIXe siècle. Pas en 15 volumes, mais en partie, partiellement, reprise, avec ou sans le nom du traducteur original, mais en tout cas, cette traduction perdure pendant tout le XIXe siècle. Encore aujourd'hui, il me semble que pour un volume, peut-être les essais, je ne me souviens plus, les éditions de l'Arche ont publié en 1999 une traduction de Bacon qui est la traduction de La Salle. Mais pendant que cette traduction circule tant bien que mal, qu'est devenu le traducteur ? Encore une fois, ce sont les archives qui nous renseignent et en l'espèce, les dossiers de demande d'aide envoyés au ministère de l'Intérieur et conservés aux archives nationales. Et ces demandes d'aide, adressées par La Salle lui-même, mais adressées aussi par certains membres de son entourage, témoignent de la précarité durable dans laquelle se trouve plongée La Salle, précarité dont les 15 volumes traduits n'ont évidemment pas réussi à le tirer, et on sait pourquoi. Dès l'apparition des premiers volumes, en réalité, la traduction se révèle être une très mauvaise affaire pour Antoine La Salle. En août 1800, le préfet de Semur écrit au préfet de la Côte d'Or pour lui demander d'octroyer une aide ou une pension au traducteur. Et il précise que l'existence de La Salle repose à l'époque sur, je cite, 48 francs par mois que lui donne le citoyen Frantin, c'est-à-dire l'arrangement était que Frantin paye une mensualité, par mensualité, le coût total de la traduction au fur et à mesure que les volumes sortaient. Et évidemment, 48 francs ne suffisaient pas à La Salle à tenir un mois en payant sa chambre, même très modeste, ses vêtements et sa nourriture.
C'est une lettre parmi d'autres. Le dossier de demande d'aide de Lassalle est assez épais, et ces demandes d'aide aboutissent ou n'aboutissent pas. Les sommes demandées sont assez variables. Parfois c'est 600 francs, parfois c'est 200, parfois c'est beaucoup plus. Ça peut être des demandes ponctuelles, mais c'est aussi de manière récurrente une demande de pension. Lassalle voudrait pouvoir avoir la tranquillité d'esprit d'une pension qui tombe tous les mois pour pouvoir se lancer dans d'autres choses une fois sa traduction finie. Très souvent, cette aide n'aboutit pas. D'ailleurs, le plus souvent, en réalité, il y a dans le dossier une lettre de Chaptal qui dit qu'il refuse d'aider Lassalle, qu'il ne voit pas l'intérêt de finalement récompenser après coup un traducteur pour sa traduction. Et donc, la plupart du temps, Lassalle est obligée de compter sur le soutien matériel modeste que lui fournissent ses amis, ses voisins, amis et voisins qui souvent finissent d'ailleurs par se lasser. Les dettes s'accumulent, d'autant plus que le traducteur a quitté Semur sur un coup de tête pour s'installer à Paris parce qu'il ambitionne d'obtenir un siège à l'Institut, à la classe des sciences morales, et sélectionné à 3 reprises pour 3 sièges différents, et à chaque fois échoue et se fait passer devant par évidemment des gens qui sont beaucoup mieux installés dans le paysage intellectuel que lui, qui a vécu si longtemps reclus à Semur que finalement il a perdu toute attache avec les milieux savants parisiens. Il loge dans divers garnis de la capitale, dont il est souvent chassé lorsqu'il ne peut pas payer. Le peu d'argent qu'il réussit à avoir part parfois en dette de jeu, parce que féru de mathématiques, il publie en 1797, sans doute à compte d'auteur, un ouvrage mathématique devenu extrêmement rare, dont il ne reste à ma connaissance que 2 exemplaires. L'un se trouve à la British Library de Londres et l'autre vient d'être exhumé des réserves de la bibliothèque de Dijon, a été exhumé l'année dernière et donc est depuis peu ou sera sous peu disponible à la lecture en France. Donc ouvrage extrêmement rare de mathématiques qui n'a jamais été vraiment lu et n'a jamais, semble-t-il, trouvé son public. Mais son intérêt pour les mathématiques le pousse à inventer des martingales pour le jeu, qu'il essaye évidemment lui-même, et donc le peu d'argent qu'il a, il le perd au jeu, car évidemment ces martingales ne marchent pas. Donc les dettes s'accumulent. Lassalle, quand il ne peut plus payer, se fait chasser. Parfois il dort dans la rue, parfois il est ramassé par la police. En 1812, un traiteur parisien, le traiteur Jacot, qui le loge et le nourrit à crédit depuis longtemps au 8 rue de la Harpe, dans un hôtel garni qui s'appelle l'hôtel Notre-Dame, dicte lui aussi une lettre adressée au ministère pour que le traducteur obtienne enfin la pension qu'il réclame, encouragé alors par le fait que, évidemment, Lassalle lui devait 1300 francs, une somme assez rondelette, et donc ce brave traiteur Jacot, qui risquait la banqueroute, fait écrire, dicte une lettre pour essayer de convaincre le gouvernement d'octroyer une pension à Lassalle. En 1821, soit 11 ans plus tard, la lettre du traiteur Jacot n'a pas eu beaucoup d'effet, le traducteur finit par obtenir une rente viagère annuelle de 600 francs, soit la moitié de ce qu'il espérait, pour avoir, comme il le fait valoir lui-même, donné à la nation les œuvres de Francis Bacon. Cette pension ne lui est que d'un maigre secours, puisqu'il meurt en décembre 1829 dans l'abandon le plus total. Il est découvert, donc il est à l'époque dans un autre garni de la rue Saint-Jacques, à l'emplacement actuel des bâtiments qui ont été construits sur l'extension de la Sorbonne, qui a été construite au XIXe siècle. Et il est trouvé par sa logeuse, il est à moitié mort, elle le fait transporter par des commissionnaires à l'Hôtel-Dieu où il meurt.
presque dans l'anonymat. En tout cas, il a à peine le temps de balbutier son nom et de se présenter comme un peintre, car, dit-il, il est misérable comme un peintre. Et donc, évidemment, quand ses amis vont s'enquérir de son sort, personne ne va le trouver sur les registres parce que on cherche un philosophe et un traducteur et que, évidemment, il n'y en a pas. Mais donc, Lassalle meurt à l'Hôtel-Dieu très très rapidement, en fait, en décembre. Et ce que montrent les scellés mis en place après décès, et surtout l'inventaire des décès, l'inventaire après décès conservé aux archives de Paris et aux archives nationales, c'est que il n'y avait quasiment rien dans cette chambre, qui est plutôt un grenier, une paillasse, un coffre rempli de manuscrits illisibles, quelques livres dépareillés, et c'est tout. De Lassalle, il reste donc très peu de choses en dehors d'une œuvre philosophico-littéraire très étrange et d'une traduction monumentale qui est encore aujourd'hui donc la traduction de référence, ou la traduction la plus récente en tout cas, pour un certain nombre d'ouvrages de Bacon, même si cette traduction n'est plus disponible à l'achat depuis très longtemps. Et je terminerai cette présentation en évoquant l'apparence physique d'Antoine Lassalle. L'un de ses amis affirme qu'un portrait au physionotrace a été fait de lui avant la Révolution, mais évidemment, ce portrait reste totalement introuvable. Il n'est pas dans la collection de portraits au physionotrace conservée à la BNF, mais il existe au moins une représentation visuelle du traducteur. Il s'agit d'une gravure insérée dans le premier volume d'un traité de physiologie des passions, écrit par un médecin célèbre à l'époque, donc au début du XIXe siècle, c'est le dermatologue Jean-Louis Alibert, célèbre médecin de l'hôpital Saint-Louis, hôpital tellement connu pour son service dermatologique qu'il y a le fameux musée des moulages dermatologiques qu'il faut absolument visiter et qui rend compte des observations faites par non seulement Alibert mais d'autres après lui sur les maladies, de description des maladies dermatologiques. Et donc ce médecin, Jean-Louis Alibert, qui est aussi très lié au milieu scientifique, qui est lié à la Société philomathique lui aussi, qui est dans les cercles littéraires, dans les salons, qui est un personnage très en vue, pas simplement comme médecin, consacre plusieurs dizaines de pages de ce traité de physiologie des passions à un patient accueilli à l'hôpital Saint-Louis, à l'hospice de l'hôpital Saint-Louis, et qu'il évoque sous le surnom du pauvre Pierre. À l'époque, déjà au XIXe siècle, le secret médical existe et il a été renforcé par une loi en 1810, et donc Alibert ne peut pas mentionner nommément Lassalle, mais évidemment, tout le monde à l'époque, notamment dans la presse, va reconnaître Lassalle sous les traits du pauvre Pierre. Et donc, Alibert évoque Lassalle comme un cas médical, mais pas simplement comme un cas médical. Donc, c'est un cas médical parce que on sait que Lassalle a eu la variole assez tôt. C'est ça qui l'a rendu sourd par la suite. Enfin, en tout cas, c'est ce que dit Lassalle. Et ses amis décrivent Lassalle sur la fin de sa vie comme régulièrement couvert de poux, vivant dans des conditions sanitaires telles que, effectivement, il a des maladies de peau terribles. Et donc, c'est pour ça qu'il est admis dans le service du docteur Alibert à l'hôpital Saint-Louis. Et donc, Alibert raconte que Lassalle est à l'hôpital Saint-Louis non seulement un malade, mais aussi une sorte, très rapidement, d'attraction. On vient de l'extérieur de l'hôpital pour l'entendre faire des leçons de philosophie dans les jardins de l'hôpital, non seulement pour les malades, mais pour les visiteurs. Et il fait l'objet d'une sorte de, non pas de culte, mais en tout cas, il attire pour ses leçons de philosophie comme une sorte d'incarnation moderne de Zénon. Et
Et c'est donc ce personnage que Alibert décrit avec admiration pour cette espèce de dureté et de douceur qui émane de la salle, ce dénuement dans lequel la salle finalement se complaît et qu'il finit par brandir comme une attitude philosophique. C'est donc ce philosophe qu'Alibert décrit dans son livre. Et la gravure qui illustre le cas du pauvre Pierre le montre. Le front haut, le cheveu blanchi par les années et par les duretés de l'existence, mais aussi vêtu de haillons, puisque on voit la salle vêtue d'un manteau, non pas simplement élimé, mais déchiré, et seulement de ce manteau. Il n'a même pas de pantalon, il n'a même pas de chaussures, il a la cheville bandée sommairement, donc il est pieds nus, appuyé sur un bâton de marche, accompagné d'un chien, et finalement décrit même à l'hôpital Saint-Louis comme ce marcheur qu'il n'a jamais cessé d'être, puisque quand il voyage en Europe, quand il ne voyage pas en bateau, mais quand il voyage en Europe, il voyage exclusivement à pied, donc il va de Semur à Paris et de Paris à Semur à pied. Il n'a pas de quoi se payer un voyage en diligence. Il voyage de Paris en Italie, en passant par la Suisse, à pied. Il fait comme ça sans doute des milliers de kilomètres, et donc tout cela contribue à faire de la salle une sorte de philosophe ascétique, admirable, de dépouillement et de pauvreté. Il est accompagné d'un chien, il est appuyé sur un bâton de marche, et finalement, cette espèce de fierté qui a toujours été celle de la salle, même dans le dénuement, on la retrouve sur cette illustration. Alors, nous ne saurons jamais si ce portrait de vieillesse, finalement, de la salle, puisque ce portrait est fait en 1819, donc 10 ans avant sa mort, correspond au portrait de jeunesse au Physionotrace dont parle son ami Modeste Jans. Nous ne saurons pas non plus s'il correspond au portrait qui a été fait de lui au moment de son séjour à Saint-Louis par Constant Desbordes, peintre qui est connu notamment pour un tableau sur les débuts de la vaccination. Donc Constant Desbordes peint un portrait du pauvre Pierre, c'est-à-dire de la salle, du traducteur de Bacon, pour sa nièce, la poétesse Marceline Desbordes-Valmore, qui a elle-même consacré un poème à la salle sous le titre de Pauvre Pierre. Et ce tableau peint par Desbordes et offert à sa nièce, il est plus tard donné à Victor Cousin par Marceline Desbordes-Valmore, qui avait emprunté de l'argent à Victor Cousin, ne savait pas trop comment lui rendre, et qui le lui rend sous la forme de ce tableau. Et ce tableau, on en perd la trace à la mort de Victor Cousin, et donc peut-être qu'il est quelque part dans les caves de la Sorbonne, mais pour l'instant, ça reste un mystère. Donc la trace la plus tangible finalement de la présence et de l'existence d'Antoine Lassalle, ça reste sa traduction en 15 volumes, et traduction qui n'est pas simplement un tour de force de traducteur, avoir traduit dans des conditions aussi précaires, un texte aussi difficile et en aussi peu de temps, avec aussi peu de moyens. Mais c'est que cette traduction, en réalité, est admirable à plus d'un titre. Et c'est par cette traduction que j'en suis venue à m'intéresser à Antoine Lassalle et à cette aventure éditoriale d'une certaine manière, puisque moi-même je traduis encore d'ailleurs en beaucoup plus de temps que Lassalle lui-même, avec deux collègues. Un des ouvrages de Bacon, certainement pas tous, et donc cette traduction d'un texte très difficile, parfois très obscur, pose des problèmes aux traducteurs modernes, travaillant dans le confort, entouré de livres et avec à sa disposition des ordinateurs et des dictionnaires. Et ayant eu connaissance de la traduction de Lassalle,
la première question que je me suis posée, c'est comment a-t-il fait? Manifestement, il connaissait très bien l'anglais et très bien le latin. Il a une compréhension extrêmement fine de la philosophie de Bacon, mais aussi de la langue anglaise. Et donc, naturellement, j'ai voulu en savoir plus sur Antoine Lassalle. Et j'étais loin de me douter au moment où j'ai commencé à travailler sur lui que sa vie avait été aussi rocambolesque, riche, que c'était un personnage aussi fascinant. Et, euh, et j'espère lui avoir rendu hommage et en tout cas avoir donné envie d'en savoir plus sur lui à ceux qui regardent cette vidéo.